C'est quoi la modélisation maintenant? L'étape de modélisation est une étape nécessaire et d'une importance majeure dans la PO. Elle permet de transcrire les éléments du monde réel sous forme virtuelle. Il existe différents langages de modélisation dans l'UML. UML est utilisé pour spécifier, visualiser, modifier et construire les documents nécessaires au bon développement d'un logiciel par une programmation orientée objet. Tout simplement, on a créé une classe, on peut avoir plusieurs classes, on veut visualiser notre classe. C'est quoi l'outil qu'on va utiliser? Il y en a plusieurs, par exemple UML. Il offre un standard de modélisation pour représenter l'architecture logicielle. Comme ça, si vous présentez votre solution à un autre programmeur ou à votre chef, il va lire et comme il sait comment ça fonctionne UML, il va comprendre le programme ou la solution que vous proposez pour ce problème. N'oubliez pas qu'on répond toujours à de quoi doit être composé mon programme. Maintenant, je vous demande de quoi doit être composé un programme de gestion de bibliothèque. Pour résoudre n'importe quel problème, la première chose qu'on fait, c'est étudier ce problème. Par exemple, on veut créer un programme qui gère une bibliothèque. On va aller à la bibliothèque et on va voir comment ça se passe manuellement. Et on va faire une étude de l'existant. Et après ça, on va proposer une solution, on va modéliser une solution et on va programmer par la suite notre programme. Dans l'étude de l'existant, nous avons trouvé dans la bibliothèque, il y a des livres, il y a des journaux, il y a aussi une directrice, il y a des bibliothécaires, comme Bob ici, et il y a des lecteurs, comme Carole et David ici. C'est ce qui existe. Maintenant, essayez de modéliser la solution. Ça veut dire de quoi doit être composé votre programme qui va gérer cette bibliothèque. Alors, on va se dire, OK, nous avons une classe pour les livres, une classe pour les journaux, une classe pour les employés, je peux être aussi général que je veux, ou je peux dire une classe pour les directrices et une classe pour les bibliothécaires, mais on va venir par la suite à ces détails. Une classe pour les lecteurs. Donc ça, c'est une classe. Et bien sûr, Anne, c'est un objet de la classe, c'est un des lecteurs qu'on peut avoir en instanciant cette classe lecteur. Et Robert aussi, c'est un objet, une instantiation de cette classe lecteur. Maintenant, avec UML, comment représenter la classe employée par exemple? Donc, je vais dessiner ici ce petit tableau avec une seule colonne et 3 lignes. Dans la première ligne, j'écris le nom de la classe et ça doit commencer par un majuscule. Ça, c'est la classe employé. Donc, je vais écrire employé ici avec un E majuscule. Je vais spécifier c'est quoi les attributs de ce employé. Comment définir cet employé avec des variables. Qu'est-ce que je dois savoir sur cet employé? Dans le cadre de la bibliothèque, bien sûr, je veux savoir le nom de l'employé. Je veux savoir le prénom, le sexe et le taux horaire. Je veux aussi savoir qu'est-ce qu'il peut faire cet employé ou comment est-ce qu'il va répondre aux messages qu'on peut lui envoyer. C'est quoi les différents messages qu'on peut lui envoyer? On peut lui dire d'afficher les informations sur l'employé. C'est une méthode ici affichée qui par exemple va afficher son nom, prénom, sexe et taux horaire ou juste son nom, prénom, sexe. C'est moi qui va définir qu'est-ce que je veux afficher de cet employé. Donc, quand je vais lui dire « affiche-moi tes caractéristiques », je vais exécuter la méthode « afficher ». Je peux aussi calculer le salaire de l'employé. Alors, si je lui donne comme paramètre le nombre d'heures qu'il a travaillé, automatiquement, il va me répondre, il va me dire « tu dois me payer avec tant d'argent » parce qu'il a déjà c'est quoi le taux horaire de chaque employé, bien sûr. Donc, chaque objet, il a c'est quoi le taux horaire
et tous ils vont faire le calcul ici dans calcul salaire, ça va être le nombre d'heures ici, le paramètre, multiplié par ce taux horaire. Voilà la façon dont on présente une classe avec UML. Après avoir présenté avec UML la classe, on peut aller dans C# et écrire le code pour créer cette classe employée. On va créer la classe employée, on va spécifier c'est quoi les attributs, on va spécifier c'est quoi les méthodes, et cette classe, elle va devenir un type comme les types que vous avez déjà utilisés, comme le int, le float, etc. Ici, on va voir un type qui est employé. Le type, c'est le nom de la classe. C'est comme ça que je vais déclarer, au lieu d'une variable, ça va être un objet qui contient plusieurs variables et des méthodes. J'ai créé en C# une classe employée. Je peux déclarer autant d'employés que je veux. Par exemple, ici, j'ai déclaré deux employés, employé E1 et employé E2. Donc, j'ai deux employés E1 et E2. C'est deux structures de données où il y a plusieurs variables et qui peuvent exécuter différentes méthodes. Maintenant, dans la mémoire, qu'est-ce qui se passe? On sait que dans la mémoire, il y a une zone réservée au code et une zone réservée aux données. Dans la mémoire partie code, je vais avoir la classe employée avec juste les méthodes. C'est des fonctions, donc on va les avoir dans la partie code. Et dans la partie données, je vais avoir une structure de données par objet que j'ai déclaré. Ici, j'ai le employé E1 où il y a 1, 2, 3, 4 variables. Ici, je l'ai employé E2 où il y a les mêmes 4 variables, mais c'est une autre structure de données avec différentes valeurs. Et bien sûr, chaque objet, il va pointer sur la classe qu'il a instanciée. Pourquoi? Pour trouver les méthodes qu'il peut exécuter. Lui, par exemple, si on lui demande de calculer le salaire, il va suivre le lien pour trouver la méthode calcul salaire. Il va exécuter son code. Et s'il y a des attributs, bien sûr, il va utiliser ces attributs. Par contre, lui, si je lui demande, par exemple, d'afficher, il va suivre le code, il va trouver afficher et il va exécuter afficher avec ses propres attributs, avec les valeurs de ses attributs. Maintenant, en C#, comment est-ce que je vais créer une nouvelle classe? C'est très simple. Dans la partie solution, cliquez avec bouton droit et faites ajouter classe. Il va vous ajouter un nouveau fichier .cs. Vous allez le nommer avec le nom de la classe, très important, le même nom de votre classe. Donc, lui, il va le proposer ici directement. J'ai écrit rectangle. Donc, le fichier est appelé rectangle.cs et le nom de la classe est rectangle. Maintenant, dans cette classe, classe rectangle, elle commence ici, elle se termine là. Je vais déclarer mes attributs en premier et après ça, je vais déclarer mes méthodes qui sont juste des fonctions. Vous savez comment créer des fonctions. Maintenant, on fait public, on va l'expliquer par la suite. On fait le type de longueur. Je veux avoir un float, un réel pour longueur et un réel pour largeur. Je viens de déclarer les deux attributs de la classe rectangle. Maintenant, pour les méthodes, je vais déclarer une fonction surface. Je vais plusieurs fonctions dorénavant, c'est des méthodes. Je vais créer une méthode surface. Elle retourne un réel. Et comment calculer, c'est longueur fois largeur. Et je déclare aussi première qui est une méthode et qui va retourner longueur plus largeur, le tout multiplié par 2. Et c'est comme ça que je crée une classe dans C#. C'est très simple. Dans solution, bouton droit, ajouter classe, donner le nom de la classe et commencer à déclarer vos variables et fonctions. Ça veut dire déclarer vos attributs et vos méthodes. Maintenant, dans le main, si vous voulez déclarer un nouveau objet de type rectangle, alors vous voulez instancier la classe rectangle, on peut venir ici directement et dire rectangle R1, ça c'est le nom de l'objet, je l'ai appelé R1 comme tout à l'heure employé 1 ou E1,
Ici, c'est rectangle R1 égale new rectangle. Vous voyez comment est-ce qu'on déclare un objet? Avant, nous faisons int le nom d'une variable. Maintenant, on fait le nom de la classe et le nom de l'objet qu'on veut instancier. Ici, l'objet, il s'appelle R1 égale new rectangle et on utilise les parenthèses. C'est comme ça qu'on instancie la classe rectangle. Et avec ça, nous avons un nouveau objet qui s'appelle R1. Et maintenant, je peux utiliser les attributs de cet objet et aussi les méthodes de cet objet. Pour ça, j'écris le nom de l'objet et je fais point. Et automatiquement, C# va vous proposer les différents attributs et méthodes de cet objet. Ici, j'ai fait R1.longueur égale à 3, ça veut dire je définis la longueur de R1 à 3. R1.largeur égale à 2, je définis la largeur à 2. Et je n'ai pas besoin de lui dire comment calculer la surface ou le périmètre, je l'affiche directement. R1.surface. Avec le lien qu'on a vu tout à l'heure, il va monter à la mémoire à la partie code, il va trouver surface et comment est-ce qu'elle est définie, et il va exécuter le code, il va retourner la valeur, et ici je vais avoir 6. 3 fois 2, c'est longueur fois largeur, ça va être 6. Maintenant, ce public de tout à l'heure, on va l'expliquer, c'est les droits d'accès. On peut précéder l'attribut ou la méthode d'un des mots-clés suivants pour spécifier de quelle classe il peut être accédé. D'où est-ce que je peux l'accéder? Est-ce que je peux l'accéder du main ou juste de la même classe qu'il a créée ou de n'importe où? C'est en utilisant public, private et protected que je vais spécifier les droits d'accès. Private, il n'est accessible que par les seules méthodes internes de la classe. Vous êtes à l'intérieur de votre classe. Tout à l'heure, je vous ai montré la classe quand vous avez les accolades. Donc, dans cette classe, à l'intérieur de ces accolades, c'est juste là que vous pouvez utiliser les privates. Le public, vous pouvez l'utiliser de n'importe où. Tout à l'heure, vous avez vu que du main, j'ai fait R1.longueur. J'ai pu accéder à longueur à partir du main. Et c'était en dehors de la classe rectangle. Protected n'est accessible que par les seules méthodes internes à l'intérieur de la classe ou d'un objet dérivé. Quand on va expliquer c'est quoi l'héritage, on va revenir à protected. Mais je ne peux pas l'utiliser du main, pas de n'importe où, c'est juste de la classe ou des classes qui héritent de cette classe. Alors je vais faire un test pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire les droits d'accès. Ici, j'ai ma classe rectangle, elle est là. J'ai utilisé un public et dans le programme, j'ai R1.longueur égale à 3. Je vais le mettre à 6 et je vais exécuter. Et automatiquement, il va calculer la surface. Il va trouver que c'est 12. 12 qui est 6 fois 2. Maintenant, je vais aller dans rectangle. Au lieu de public, je vais faire private. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais enregistrer. Je vais aller dans programme et automatiquement, il me souligne longueur, comme quoi il ne sait pas c'est quoi longueur. Il ne peut pas y accéder. Si je fais R1 point, alors il me dit tu peux accéder à largeur, tu peux accéder à périmètre, à surface, mais il ne me montre pas longueur. Il ne me montre pas longueur parce qu'il ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, mais c'est parce qu'il n'a pas le droit d'y accéder. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est accéder à longueur ici, dans cette classe rectangle, ici, entre les accolades. C'est ici que je peux utiliser longueur. Alors, je vais juste remettre le private à public. J'enregistre. Et si je reviens ici, je fais R1 point. Et là, il me propose, est-ce que tu veux utiliser longueur? Je vais double-cliquer, j'utilise R1.longueur sans problème. On va maintenant expliquer deux concepts très importants de la PO. L'abstraction et après l'encapsulation. L'abstraction.
Dans la PO, le principe de l'abstraction est l'un des principes primordiaux que le programmeur doit respecter. L'abstraction consiste d'abord à ne représenter de l'objet du monde réel que les éléments indispensables pour le programme. Tout à l'heure, on parlait des étudiants. Qu'est-ce qu'on veut savoir des étudiants? Il y a des milliers de choses à savoir sur un étudiant. Parce que l'étudiant, c'est une personne, donc il a d'autres attributs, mais est-ce qu'il nous intéresse dans notre programme qui va gérer les étudiants dans l'UQAR, par exemple? Par exemple, je vais dire, c'est quoi la taille de l'étudiant? Est-ce que ça m'intéresse? Ça ne m'intéresse pas, donc il y a des choses que je ne peux pas savoir. Est-ce qu'il est fils unique, par exemple? Qu'est-ce que j'ai à faire avec cette information? Donc, l'abstraction d'abord, il dit, OK, pour les attributs, tu vas choisir les attributs dont on a besoin dans ton programme. Tu ne vas pas prendre tous les attributs qui existent, c'est impossible. Et bien sûr, si on a besoin d'un attribut auquel on n'avait pas pensé, on peut tout simplement aller l'ajouter. C'est une variable qu'on va déclarer à l'intérieur de la classe, donc c'est un nouvel attribut, on peut l'utiliser par la suite. Il faut penser vraiment à tout ce qu'on a besoin, mais il ne faut pas tout faire. C'est ça le principe d'abstraction. Exemple, dans la classe rectangle, je n'ai pas pris en considération la couleur du rectangle. Ça ne m'intéresse pas dans ce programme. Comme vous voyez, j'utilise une console, donc je ne vais pas utiliser de couleur. Tout ce que je veux, c'est connaître c'est quoi le périmètre, c'est quoi la surface. La couleur, oui, c'est une des caractéristiques d'un rectangle, mais elle ne m'intéresse pas dans ce programme, je ne vais pas l'ajouter. L'abstraction consiste aussi à cacher l'implémentation et le détail du code et ne montrer que ce qui est nécessaire à l'utilisation des fonctionnalités. Tout ce qu'elle dit tout simplement, c'est que les méthodes, ceux qui vont les utiliser, ils n'ont pas besoin de savoir comment est-ce qu'ils sont programmés. Par exemple, un autre qui ne sait pas comment calculer la surface d'un rectangle, il peut toujours avoir la surface d'un rectangle. Je vais lui dire, ok, tu écris R1.surface, et il va t'afficher la surface. Il n'a pas besoin de savoir comment est-ce que j'ai fait pour programmer cette réponse. La règle de largeur fois longueur, il ne la connaît pas et il n'est pas censé la savoir. Toutes les complications derrière, il n'est pas censé les savoir. Il doit juste savoir comment faire l'appel. Tu fais R1.surface, parenthèse, parenthèse, et là tu vas avoir ta surface. Il y a d'autres cas où je vais dire tu fais R1.surface par exemple, tu vas ajouter le paramètre comme le calcul salaire. Tu veux savoir c'est quoi le salaire, tu fais employé.calcul salaire et entre parenthèses, tu vas ajouter le nombre d'heures qu'il a travaillé. Donc, je dois lui dire comment appeler la méthode, mais il n'est pas censé savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est le principe d'abstraction. Pourquoi? Un des avantages, c'est que si jamais je modifie la façon dont je calcule, lui, il va toujours faire le même appel. Supposons que maintenant, c'est le nombre d'heures travaillées multiplié par le taux horaire plus une promotion de 10%. Alors, tout ce que je vais faire, je vais aller changer le code et lui, il va toujours faire calcul salaire avec le nombre d'heures, il va avoir le bon résultat. Maintenant, l'encapsulation. L'encapsulation est un autre principe très important de la PO. Il consiste d'abord à encapsuler les données et les fonctionnalités dans un seul type, prendre les attributs et les méthodes et les mettre dans un seul type, qui est la classe bien sûr. Donc il faut utiliser les classes, ça c'est un des principes de l'encapsulation. L'encapsulation consiste aussi à gérer et ne modifier la classe que de l'intérieur pour une meilleure gestion et pour des raisons de sécurité. On ne veut pas que n'importe qui vienne modifier les attributs de notre objet. Donc dans la classe, je vais faire en sorte que l'objet, qu'il ne soit modifiable que de l'intérieur de la classe. Ça veut dire celui qui a créé cette classe, c'est lui qui va définir comment modifier les objets qui vont être instanciés de cette classe. Ça, c'est le principe de l'encapsulation. L'encapsulation implémente l'abstraction. Donc, le fait qu'il ne va rien savoir comment est-ce qu'elle est implémentée, il ne doit pas savoir comment est-ce qu'elle est implémentée de l'intérieur, je vais l'implémenter en utilisant
l'encapsulation. Je vais juste lui montrer comment appeler et le reste, c'est moi qui va le faire. C'est le programmeur principal de la classe. Celui qui a programmé la classe, c'est lui qui doit montrer comment modifier et c'est lui qui doit protéger les attributs des objets instanciés par cette classe. Exercice 1. Tu es étudiant de l'UQAR. D'après toi, comment est-ce que l'UQAR doit gérer ses étudiants? Quelles sont les informations qu'elle doit posséder sur chaque étudiant? Et quels sont les messages auxquels ces étudiants doivent répondre et comment est-ce qu'ils doivent répondre? En fin de compte, tu dois trouver les attributs de la classe étudiant et les méthodes de la classe étudiant. Tu peux penser comment programmer ces méthodes, mais ce que je vais présenter, c'est juste c'est quoi les attributs et c'est quoi les méthodes. 2. Tu es un client de Bell. D'après toi, comment est-ce que Bell doit gérer ses clients? Juste pour montrer que la même personne, dans deux situations différentes, dans deux problèmes différents, ils peuvent être modélisés différemment. C'est la même personne, mais dans le programme de l'UQAR, ça va être un étudiant et on va avoir une classe étudiant avec des attributs et des méthodes. Et la même personne, dans un programme de gestion d'abonnés, par exemple, de Bell, ils vont avoir une classe client avec des attributs et des méthodes. Ce qui est demandé maintenant, c'est de trouver les attributs et les méthodes de chaque classe. Je donne la solution maintenant. Alors, pour l'UQAR, on doit savoir sur un étudiant son nom, identifier l'étudiant, son adresse, pour lui envoyer par exemple un bulletin de notes, etc., toutes les lettres par voie postale, son téléphone, le contacter en cas d'urgence par exemple, ou pour des conversations, etc. Un email, le prof par exemple peut envoyer des remarques ou des liens comme Zoom par exemple, donc on va utiliser le email de l'étudiant. La date de naissance, peut-être que l'UQAR, elle a une loi qu'elle accepte que les étudiants de 18 ans et plus, donc ils ont besoin de cet attribut pour faire cette vérification. Maintenant, qu'est-ce que l'étudiant peut faire? Il peut par exemple s'inscrire à un programme, il peut aussi suivre un cours, passer un examen ou payer. Toutes ces méthodes sont des messages auxquels l'étudiant il peut répondre. À noter que ça, c'est ma solution à moi et vous pouvez avoir votre propre solution. Ici, il n'y a pas un problème précis pour qu'on voit c'est quoi la meilleure solution. On cherchait juste en général comment est-ce qu'on choisit des attributs et des méthodes. Pour une meilleure représentation, je vais choisir UML bien sûr et j'écris le nom de classe en haut. Remarquez, je n'ai pas utilisé le E accent. Après ça, j'ai mis les attributs, nom, adresse, téléphone, email, date de naissance. Et par la suite, j'ai mis les méthodes. Inscription programme, suivre cours, passer examen et payer. Maintenant, n'importe qui regarde ce schéma ici, il va savoir que c'est une classe étudiant. Il y a ses attributs et les méthodes. Maintenant, le 2. Quelles sont les informations que la compagnie de téléphone doit savoir sur vous? Le nom pour vous identifier. L'adresse pour vous envoyer des factures, par exemple. Votre téléphone, bien sûr. C'est une compagnie de téléphone, veut savoir qui utilise la ligne. Le email pour vous envoyer des publicités, par exemple, sur les nouveaux forfaits. La langue parlée pour choisir en quelle langue envoyer ces publicités, par exemple. Et pour les messages, pour les méthodes, un client doit être capable de se désabonner. Il doit payer aussi sa facture. Il peut changer de forfait. Il peut aussi afficher une facture en ligne, etc. Encore une fois, c'est ma solution. Vous pouvez avoir une solution différente. Et pour l'instant, on ne peut pas dire c'est laquelle la meilleure. Mais vous voyez comment en choisissant
qu'est-ce que je veux programmer, que je peux facilement modifier mon programme en ajoutant d'autres méthodes. Et bien sûr, je dois les programmer pour montrer comment est-ce qu'ils vont répondre à ce message. Maintenant, pour présenter toujours UML, c'est la classe client avec les attributs nom, adresse, téléphone, email, langue parlée et comme méthode se désabonner, payer, changer forfait, afficher facture. Et voyez comment une personne du monde réel, la même personne du monde réel, nous avons récupéré différentes informations sur cette personne, différents attributs, et on lui permet de répondre à différents messages selon le besoin du programme. Ça, c'est le principe d'abstraction et il est implémenté par l'encapsulation.